Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michael Alborghetti, fondateur et CEO d'Ethic Drinks, le premier négoce de France vert et sans concession. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que tout le processus est vert, éco-responsable, et pas seulement au niveau de la vigne, mais aussi de la bouteille, en passant par le transport et le marc de raisin réutilisé, entre autres pour concevoir des chaussures. On revient sur le déclic qui a amené Michael à quitter son ancien poste et créer Ethic Drinks, à son engagement sans concession auprès de la planète et cette notion de volonté. Quand on veut créer une entreprise bas carbone, planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2, être Bicorp, être une véritable entreprise à mission, eh bien on peut. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du Pompon afin qu'ils soient connus par le plus grand nombre. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Michael. Salut. Et merci d'avoir accepté l'invitation, je suis hyper content de te recevoir sur le Pompon. Avec plaisir, ça me plaît de venir. Le plaisir est partagé. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc, je suis Michael Alborghetti, fondateur d'Ethic Drinks. J'ai 30 ans. Ouais. Et je suis toulousain. On habite à Bordeaux depuis quelques années. On a décidé de lancer l'aventure sur Bordeaux. Yes. Je suis petit-fils de vigneron. Je baigne dans l'écologie depuis que je suis tout petit. Okay. À 4 ans, j'avais ma tête dans toutes les rues d'Argenteuil. Mon père se servait de moi parce qu'il était aux écologistes. Ok. Donc voilà, j'ai retrouvé son programme il y a quelques mois et les problématiques d'il y a 30 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. On parle toujours de béton, de carbone, de biodiversité. Donc, sauf qu'entre-temps, on a perdu 40% de la biodiversité. Mmh. Voilà un peu pour ma présentation. Donc engagé pour la planète et passionné par le vin. Effectivement, et donc j'allais te demander à quel âge ça a commencé, mais en fait très tôt, tu t'es un peu fait imbriguer. Oui, à 4 ans c'était des autocollants les verts, donc je comprenais pas trop de quoi on parlait. Et à quel moment t'as vraiment compris pour le coup tous les enjeux qu'il y avait ? Alors bien sûr, effectivement, tu parlais de ton papa, et à quel moment tu t'es dit je comprends qu'il y a vraiment un enjeu et au final j'ai envie de bosser là-dedans. Et déjà dans Ethic Drinks aussi, alors je mets plein de questions et j'ai peut-être déjà trop vite, mais à quel moment aussi tu t'es dit il faut que j'ai plus d'action dans ce que je fais, comment dire, t'as compris l'idée quand j'ai compris l'idée, en fait j'étais au poste directeur commercial, voyager dans le monde entier, j'étais dans la spirale un peu où j'avais un peu oublié les objectifs humains et planétaires, on va dire, et j'ai eu un gros déclic en voyage en Indonésie. Okay. Où je suis tombé sur une plage soi-disant magnifique couverte de plastique. Okay. Et lors de plongée, on voyait du plastique partout. Et je suis rentré et j'ai démissionné en rentrant. Ah ouais. Et j'ai monté Ethic Drinks 4 mois plus tard. Ah ouais, donc vraiment c'est la grosse claque que t'as prise. C'est la claque et je me suis dit il faut arrêter. Je commençais déjà à en avoir un peu marre le 1er janvier, c'était chiffre d'affaires. Ouais. Avec une raison humaine, on faisait travailler des gens, on progressait, mais ça manquait un peu de fond sur le vrai intérêt que je pouvais apporter de mon vivant à la société et faire en sorte que ça aille mieux. C'est génial de voir des gens déguster des bons vins et prendre du plaisir, mais c'est un peu court, quoi. Ouais, si c'est au départ de plein d'autres choses, c'est un peu dommage.
T'as fait une école d'ingénieur, c'est ça? Oui, ingénieur agro à Toulouse, à Purpan. Ouais, exactement. Et donc là, déjà, en fait, le secteur du vin, comme tu disais, c'est depuis assez très longtemps que ça t'intéresse. Voilà, depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait tous mes stages, toutes mes expériences dans le vin. Ouais. Donc là, ça m'a vraiment mis, j'allais dire un pied à l'étrier, mais c'est plutôt une main sur un verre. C'est ça. Donc voilà, une vraie passion. J'étais président du club de vin de mon école. Mm-hmm. Donc très vite, ça m'a appris à, entre guillemets, entreprendre et à gérer tout ça, quoi. Ouais, au final, c'est vrai que souvent, via les associations de nos écoles différentes, moi j'ai fait une école de commerce pour le coup, via les assos, tu t'engages déjà et c'est déjà un peu de l'entrepreneuriat au final. C'est déjà les premiers problèmes de management. Si bien en termes de budget que humain. Avec les copains. Donc ça se règle plus facilement, sans prud'homme, mais... mais parfois de bonnes engueulades. Ouais. Tu te souviens de ta première dégustation? De la première fois que t'as goûté du vin? Alors je sais que tout petit j'aimais pas le vin, je voulais absolument pas boire d'alcool. Okay. Donc ça a mis très tard, je crois que plutôt bien, ça dépend si t'appelles tout petit. Non mais tout petit jusqu'à 15-16 ans, okay. Vraiment ouais, j'ai évité tout ça. Ouais. Cigarette également, j'ai jamais touché une cigarette toujours, tu vois. On est deux. Voilà, parfait. Non, ma première déguste, ça a dû être un crément de Bourgogne de mes grands-parents à Noël. Okay. Voilà, c'est pas. Puis depuis, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-unes. Voilà. Et justement, quand t'étais étudiant, donc lycée, et après quand tu commences tes études, tu te dis, je vais aller travailler là-dedans. Et est-ce que déjà à ce moment-là, tu te dis, ouais, je vais vraiment aller bosser là-dedans, ou c'est encore un peu flou comme beaucoup? Non, c'est complètement flou. Je sais que j'adore la biologie, le monde du vivant, ça c'est sûr. Lorsque je fais mon premier stage de 4 mois en première année, en viticulture en Provence, là tout s'éclaire. Okay. Ça devient une évidence parce qu'en étant en agro, le seul produit qui peut allier terroir, marketing, finance et impact et plaisir, c'est le vin, il y en a pas d'autres aujourd'hui dans le monde entier. Ouais. Donc et je me souviendrai toujours de travailler en tracteur dans les vignes et attraper des cigales en plein vol. Okay. Donc ça c'est des choses où on se dit je suis pas trop mal là. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc ça commence par ce premier stage, après t'en fais d'autres, tu pars même en Australie? Je pars en Australie, et pareil pour bosser dans un vignoble. Donc là, c'est pareil, on taille la vigne, c'est dur, c'est des boulots d'étudiants. Donc, plus tu taillais, plus t'étais payé à la fin de la semaine. Donc, mais c'était impressionnant. Je me rappelle, on gagnait $1000 par semaine en taillant des vignes à 20 balais. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis le soir, tu finis ta journée, tu vois des kangourous au bout de la rangée. C'est assez mémorable, ouais. C'était assez mémorable. J'imagine. Ouverture vers le monde, première ouverture sur vraiment les vins de cépage, les vins faciles à boire. Sur le fruit, on sort de l'AOC, des carcans vraiment de terroir. Donc première ouverture hyper intéressante. Ça m'a décrassé mon anglais assez fortement. Je me rappelle la première semaine, je comprenais rien du tout. mais voilà, maintenant, on se débrouille. Clairement. Mais c'est bien que tu aies pu aussi faire tous ces stages-là, j'ai envie de dire, pour connaître la vigne, quoi. Enfin bon, après, La vigne, oui, c'est ça, ouais. Mais là, c'était que des travaux dans la vigne. Il y avait quasiment pas de vente. Donc, c'était vraiment... Et puis là, c'était l'hiver en Australie, donc c'était la partie un peu ingrate, donc taille de la vigne. J'ai eu des tendinites pendant 2 mois, même en rentrant en France. Ah ouais. C'est violent, mais c'est l'école de la vie, hein. C'est l'école de la vie, et clairement. Voilà, je sais que quand je discute avec un vigneron qui me dit qu'il en chie l'hiver et que son vin il vaut 2 et pas 1,5, je sais pourquoi, quoi. Donc on évite de négocier. On connaît le travail qu'il y a derrière, quoi. Exactement, c'est ça qui est cool. Pour le coup, c'est que tu as pu voir vraiment tous les aspects depuis la vigne jusqu'à la dégustation, quoi. Après, tu pars en Afrique du Sud ou tu bosses avec l'Afrique du Sud?
Ou pas du tout? Non, j'ai vu quand t'avais fait t'avais bossé un stage, je sais pas, ou une expérience en marketing et communication, distributeur importateur. Et j'avais noté Afrique du Sud, mais alors j'ai peut-être mal checké. Ouais, non, donc c'était à Toulouse, on importait des vins d'Afrique du Sud. C'est ça. Bon, bah, voilà, on importait des vins d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud aussi. Ok. C'était ma première expérience dans, on va dire, le commerce en France et l'import, export de vin. Ouais. Donc ça, c'était assez cool. Mais c'était commerce. C'était une première expérience dans une boîte où le terroir et l'amour du vin étaient business. Donc ça m'a montré que j'avais pas envie de faire ça. Ouais. Ça m'a aussi montré qu'on pouvait réussir sans rien y connaître au pinard. Ça m'a un peu inquiété et rassuré sur le fait que j'avais peut-être de quoi bosser tranquillement là-dedans. Ouais, carrément. Et en fait, je parle aussi des expériences un peu à l'étranger parce qu'aujourd'hui déjà le nom de la boîte est en anglais. Ouais. Et aussi, si je ne m'abuse, il y a un enjeu aussi à l'étranger. Donc, enfin, on en parlera, j'imagine, mais gros enjeu. Ouais. Exactement. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ces parties-là, mais je me dis que ça a forcément, vu que tu l'as vécu, forcément, ça a un impact aujourd'hui sur l'entreprise. Et donc après tes prochaines expériences, il y en a notamment une chez Georges Vigouroux. Oui, c'est là où tu passes le plus de temps. C'est là, juste avant, j'ai fait une alternance chez Auchan. Ouais, à Montauban. Ouais. Donc là, c'était, pour le coup, je suis parti en boulangerie parce que le rayon vin, il m'avait expliqué que c'était de la mise en rayon. Ok. Et vu que l'énergie que j'avais dégagée à l'entretien, ils pensaient que j'allais m'ennuyer. Ouais. Donc ils m'ont mis avec 20 boulangers. Donc en effet, je me suis pas ennuyé. Avec les réveils à 3h du matin, ça a été sportif. Et là, le management, ça a été quelque chose. Ok. Parce que c'est toi qui gérais les vins, donc. Je gérais pas les vins. J'étais en partie ingénieur agro, production, boulangerie. Donc ça m'a appris vraiment la production qui me sert aujourd'hui. Pour gérer mes mises en bouteille, on en a une la semaine prochaine, c'est assez sportif. Et après, Georges Vigouroux, qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé aux États-Unis, au Texas. Okay. Je voulais pas y aller au début. Pourquoi? Texas, c'est pas ce qui fait rêver quand tu sors d'école. Houston, ouais. Puis je me rappelle, je me posais la question aux gens qui étaient là-bas, et vous faites quoi? Bon, pas grand-chose le week-end. Enfin, c'est vraiment une ville voiture à l'américaine où c'est sympa, t'as le golf, il fait toujours beau, mais c'est pas la ville hyper culturelle, quoi. Donc 1 an et demi à Houston, à voyager dans tous les États-Unis. Ensuite, je rentre en France, France et voyage à l'étranger. Ouais. Plus de la moitié de mon temps à l'étranger. Okay. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, je reprends la direction commerciale. Et là, je voyage dans le monde entier. Manager 8 commerciaux. Et là, ça a été vraiment intéressant, enrichissant. Mais épuisant. Voilà. Okay. Et tu retiens quoi de ces expériences-là parce que bon, pour le coup, c'est à la fin de cette expérience que t'arrêtes, que tu pars en Indonésie, si je ne m'abuse. Et t'en retiens quoi de tous ces passages-là, en fait, et de ce qui se passe dans ta tête aussi, parce que ce que je veux comprendre et ce qui est intéressant dans ton parcours et dans ce que t'expliques, c'est que c'est vraiment construit sur beaucoup d'années, en fait. Au final, ce projet, il est mûri, alors que tu l'as eu avant ou pas, mais il est quand même mûri au fil du temps. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire, mettre en lumière et faire comprendre aux personnes qui peuvent écouter, c'est que ça prend du temps des projets, et que on peut commencer avec une expérience, mais justement, on va apprendre de cette expérience, qu'elle nous plaise ou pas. On va s'enrichir de ça pour après aller vers autre chose. Oui, ça a été mûri. Je me rappelle en stage de première année en Australie, justement, j'avais dit à mon maître de stage que je voulais monter ma boîte de vin. Ok. Ah oui, déjà assez tôt. Ouais, depuis que je travaille, enfin depuis la première année d'école d'ingé, je veux monter ma boîte. Ok. Je l'ai pas fait parce que j'apprenais énormément. J'ai eu la chance j'étais le plus jeune directeur commercial je pense, d'une grosse boîte de vin et partout. Donc on m'a Vigouroux m'a fait confiance et m'a donné beaucoup de responsabilités et je leur dois beaucoup et j'ai beaucoup appris. Chaque année, j'apprenais, j'avais un nouveau challenge. Au bout d'1 an, j'avais vite fait le tour du poste et appris tout, maximiser tout ce qu'on pouvait maximiser. Et voilà, chaque année, je me promettais que je monterais ma boîte. Et au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre de reprendre chaque 1er janvier. Allez, cette année, le seul objectif, c'est le chiffre d'affaires en début d'année.
avec des vins qu'on connaît par cœur. Voilà, il y avait des perspectives d'évolution encore. Mais bon, quand on est directeur commercial derrière, qu'est-ce qu'il reste? Il reste DG. C'est une boîte, c'est voilà, dans les boîtes familiales qui nous appartiennent pas, où on n'est pas actionnaire. Un DG, ça reste un employé, quoi qu'on en dise, qui prend pas toutes les décisions. Donc, je voulais prendre les meilleures décisions pour moi et aussi pour la planète et pour quelque chose qui fasse sens. Parce que malheureusement, le chiffre d'affaires, surtout une année Covid, il suit pas tous les ans à la hausse. Donc, si on se rattache qu'à ça, à un objectif, on peut tomber vite de haut. Donc, j'ai eu la chance de toujours avoir de la croissance quand j'étais en charge du chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, les indicateurs de succès sont pas que sur le chiffre d'affaires chez Ethic Drinks, et ça, c'est beau, quoi. Clairement. C'est beau. Et tu nous en parleras un petit peu après. Et donc, quand tu reviens d'Indonésie, grosse baffe dans la gueule, pour être très poli. Et donc là, vraiment, tu reviens et tu dis démission. Et surtout, est-ce que déjà tu sais que, ok, c'est le moment où toi, tu vas lancer ta propre boîte? Oui, je sais. Déjà en Indonésie, j'ai le nom en tête. J'ai réfléchi sur le nom. Et puis avec le poste que j'avais, la relation de proximité que j'avais avec mon boss à l'époque, je démissionne, mais on garde ça secret. Je fais tout en sorte que ça se passe bien. Et je pars en entreprise qu'en septembre. Ok. Donc, parce que t'es rentré à quel moment? Enfin, je suis rentré, c'était en avril. Ok. Ouais, donc tu vois, donc on a fait la transition. C'était que ça se passe très bien et je travaille toujours avec eux sur certains dossiers. Ok, cool. Donc, mais ouais, quand j'étais en Indonésie, donc la boîte s'appelait Green Wine. Ok. C'est le nom de départ que tu voulais donner, c'est ça? Ouais. Green Wine. Ensuite, Ethic Wine. Ok. Et après, j'ai dit, mais on va pas se cantonner au vin, c'est couillon. Il y a tellement à faire, donc Ethic Drinks. Ok. Et puis ça sonne bien quand même. Ouais. Et puis bon, c'est pas parce que c'est mon idée, mais elle est bonne quand même. Voilà, quand même. Et donc donc là, ce que tu viens aussi de souffler, c'est que l'idée, c'est de pas faire que du vin. Oui, tout à fait. Cool. Donc là, c'est la première étape. Alors, c'est l'étape qu'on connaît, c'est le vin. Peut-être ça restera la dernière étape toute notre vie. Mais après, ouais, là, le vin, c'est un début. Il y a énormément à faire. Donc déjà, ça nous occupe tous les jours. Après, je m'interdis pas d'avoir un associé ou quelqu'un qui spécialise du soft ou du spirit qui nous rejoigne et qui fasse en sorte que ça développe sur Ethic Drinks. Très cool. Et comment se passe le début alors? Parce que donc toi, tu connais déjà, j'imagine, un peu de monde dans le secteur. Est-ce que tu connais déjà les vignerons avec qui tu as envie de travailler ou pas encore? Comment se passent tes premiers mois? Tu disais que tu as mis 4 mois pour lancer le projet. Comment ça se passe en fait? Donc ça se passe... ça se lance en septembre. Tout d'abord, il y a à peu près 6 mois de recherche sur qu'est-ce que va être Ethic Drinks parce qu'on existe... Il n'y a pas de modèle à copier. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de modèle à copier. Aujourd'hui, dans le vin, on est les premiers, les seuls. Je me rappelle, on a notre premier article qui sort en octobre où j'avais déjà esquissé tous les contours du projet. Octobre 2020. Hein. 2019. 2019, oui, c'est 2019, ça. Ouais. Et tu vois, t'as Vitisphère qui est le numéro 1 des magazines de vin qui dit premier négoce vert de France. Okay. T'as VS News qui nous dit pionnier des démarches durables dans le monde du vin. Et là, les chefs éditeurs des 2 magazines m'appellent et ils me disent, t'es le premier, on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu ça. Donc, ouais, feuille blanche. Et tu vois, première mise en bouteille en mai 2020. Donc, ça nous a mis du temps de vraiment être sûr qu'on n'était pas dans le greenwashing. Et qu'on faisait ça de manière clean, quoi. Ouais, ok. Donc, recrutement de 4 personnes en stage au début, quoi. Parce que je monte la boîte en octobre, vraiment les statuts. Déjà, tout ça, c'est nouveau. C'est beaucoup de temps avec l'avocat de se pencher sur ces dossiers. Ouais. Logo, lancement site web en septembre aussi. Moi, j'avais pas... L'avantage quand tu es directeur, c'est que tu sais beaucoup de choses, mais tu sais pas faire grand-chose. Tu sais bien déléguer, faire en sorte que les autres fassent. Voilà, tu sais à peu près comment ça fonctionne, mais quand il faut partir de la feuille blanche et le faire toi-même, c'est pas si évident que ça.
Et Louis, alors pour celles et ceux pour le coup qui connaissent pas forcément Ethic Drinks, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? T'as parlé de négoce, mais voilà, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des vignerons qui travaillent avec des labels environnementaux, donc bio, biodynamie, agriculture raisonnée. Et nous, on vient acheter leur vin. Qu'on vient assembler parfois, on fait nos propres cuvées chez eux en fonction de leur cuve, de leur terroir, etc. Soit parfois on assemble plusieurs vignerons pour faire des cuvées qui nous ressemblent et qui sont au goût du consommateur. En tout cas du consommateur, on imagine que le consommateur aime ça et pour le moment ça a l'air de fonctionner. Et ensuite on vient mettre un packaging et toute une logistique et une RSE d'entreprise qui est unique sur le marché. Qu'on a créé de toutes pièces et qui est, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, pour moi la plus vertueuse et la plus green de toute l'industrie du vin, parce qu'on a un mojo, c'est sans concession et nos fournisseurs le savent et ils veulent tous signer avec nous, tous ceux qui sont dans le vin. Ils savent que s'ils sont chez nous, c'est qu'ils sont le plus green. Y en a qui repartent et qui évitent de communiquer, qui nous ont présenté leurs options, quoi. Et comment au départ t'as commencé pour aller parce que moi je me dis parce que vous êtes Bicorp aussi, enfin voilà, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, tous les labels qui existent, vous les avez, j'exagère un peu, mais non, les labels qui ont du sens qui ont du sens, c'est ça, ouais, exactement, parce que non, si quand même pour les citer, t'as Bicorp, vous faites aussi partie de 1% for the Planet, ça aussi tu pourras nous expliquer un petit peu aussi à chaque fois pour qu'on comprenne bien. Vous êtes estampillé vegan, après j'ai tout noté en fait, mais vous plantez des arbres aussi à Saint-Émilion pour être zéro carbone. Donc vous êtes une entreprise aussi zéro carbone. Label bas carbone pour être tout à fait précis. Vous avez un partenariat avec la WWF. Vous êtes bien engagé, quoi. Je crois que j'ai pas tout cité là. Donc, non, il en manque un nouveau qui me tient à cœur. Dès le début, c'est ça qui nous a pris aussi du temps. C'est... Tu vois partout. Tu vois plus une pub à la télé sans qu'on te parle d'environnement, de plastique, de naturel. Quand tu connais un peu, moi je suis ingénieur agro, enfin on m'a appris à gommer le brillant et regarder ce qu'il y a derrière. On est dans le greenwashing tout autour de nous, on n'en peut plus, quoi. Enfin moi je suis un peu en train de saturer. Donc ce que je voulais, c'était à travers ces labels qui sont en fait un gage de transparence envers le consommateur à différents niveaux. WWF, on est partenaire, donc on ne reverse pas juste de l'argent. Donc, je suis passé en commission devant 15 personnes du WWF. Des gens qui sont tellement brillants au niveau de la protection de l'environnement et tellement avancés que tu t'en mêles pas large. Et quand ils te posent une question, tu dis oui, je fais peut-être une connerie, je suis pas au courant. Dites-moi et on la fera pas. Donc ils nous ont accompagnés dès le début. On avait à peine créé la boîte qu'on était déjà membre du club. Donc tu vois, c'est les questions. Est-ce que vous utilisez du plastique? Est-ce que vous demandez à vos employés de pas manger de viande? Est-ce que quand vous faites des événements, vous n'avez pas de viande? Est-ce que toutes les matières à papier, c'est FSC? Voilà. Ah oui, c'est poussé loin. Ouais, non mais c'est vraiment loin. Et leur problème, c'était l'alcool. Voilà. Qu'est-ce que vous garantissez pour que l'alcool soit pas trop un problème non plus? Ils sont vraiment, c'est des gens vraiment engagés de A à Z. On n'est pas dans mais très bienveillant. Pas dans l'écologie triste, quoi. Qui a un peu fait mal au début. Donc voilà pour WWF. Donc ça a été vraiment une fierté. On était vraiment contents d'entrer avec eux. J'aime beaucoup le terme écologie triste. Enfin, le fait d'arrêter de plus être dans l'écologie triste, parce que c'est vrai que souvent l'écologie, j'ai l'impression, enfin ça peut faire chier les gens à façon tout le temps entendre ça, tout le temps rabâcher, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de greenwashing et au final on se rend compte derrière avec tous ceux qui parlent que non, c'est du greenwashing et voilà. Donc j'avais jamais entendu parler de ce terme écologie triste. Mais moi je préfère parler, ça c'est l'antithèse, mais je préfère parler d'écologie heureuse. Exactement ça. C'est vraiment ce qu'on prône à travers nos étiquettes, tu vois. On est en train de sortir un monde meilleur. On sort pas un monde dégueulasse, quoi. Non, clairement. On reviendra d'ailleurs sur le nom des étiquettes aussi, c'est rigolo. Donc après, le Bicorp, dès le début, on s'est engagé et on a l'avantage d'avoir s'être rapproché de ces gens-là. C'est que moi, j'étais en train de construire notre cahier des charges matières sèches, RSE,
Et en fait, on l'a construit, on a pris les meilleurs standards. On s'est dit, bah, c'est pas compliqué, on va construire là-dessus. Comme ça, on fait les concessions dès le début et ce sera beaucoup plus facile d'être clean de A à Z, quoi. Ok, mais c'est hyper strict. Enfin, pour être Bicorp. Oui, c'est strict, mais quand tu construis strict, et puis au final, quand je vois tout ce que le questionnaire Bicorp, on est full. Il y a très peu de choses, on n'est pas dedans. Énergie verte, même jusqu'à l'électricité. Même notre site web, dès le début, il était hébergé sur des serveurs zéro carbone. Okay. Dès le début, on reversait une part de nos ONG. Dès le début, on avait plus de femmes que d'hommes. Bon, ça, on est aidé parce qu'on a une boîte qui est un service de l'environnement et les femmes sont beaucoup plus sensibles. Donc, là-dessus, dès le début, on avait l'engagement zéro plastique. Dès le début, on avait des labels environnementaux. Donc, en fait, ça déroule, quoi. Je veux dire, là. Mais justement, est-ce que ça, c'est parce que toi et l'équipe, vous avez commencé d'ailleurs à plusieurs? Il y avait moi et ma femme qui m'aidait aussi, pas mal. Mais qui était encore employé à l'époque. Okay. Donc, c'était moi vraiment à 99% à plein temps là-dessus, quoi. Ça marche. Mais justement, est-ce que tout ce côté zéro plastique, électricité verte, etc., c'est toi qui déjà de base quand même avait tout ça en tête, ou c'est après en voyant bon, pour être Bicorp, il nous faut tout ça? Ah non, c'était avant. Tu partais quand même avec. On partait avant. Mais c'était tellement. Nous, on voulait agir. Dans Ethic Drinks, il y avait éthique de A à Z, toi déjà. Ouais, ok. Très cool. Et après, j'avais la question, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça coûte pas une blinde d'avoir tout ce côté éthique, de tout ce côté écolo, entre guillemets, j'exagère, je me fais l'avocat du diable, bien sûr, mais on peut, et c'est ce qu'on entend aussi, c'est peut-être des boîtes qui veulent mettre ça là-dessus aussi, comme quoi ça coûte cher de passer par tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais j'ai envie de dire, si oui, en même temps, vous vous en sortez. Donc, est-ce que là aussi, quel est ton avis sur ce sujet-là, quoi? Est-ce que ça coûte vraiment plus cher, en fait, de protéger l'environnement? C'est limite ça la question, au final. Ça coûte plus cher, clairement, de A à Z. Ça coûte plus cher. Mais je suis pas sûr que ça coûte plus cher sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, être zéro carbone, ça coûte plus cher. Dans 10 ans, est-ce que zéro carbone, ce sera pas obligatoire? Et est-ce que ta tonne de carbone, tu la paieras pas vraiment très cher? C'est ce que je dis souvent, le zéro plastique, ça coûte cher aussi dans l'entreprise. Ça coûte cher à l'instant T pour nous, mais ça coûte moins cher pour la planète sur le long terme et sur tout l'écosystème, idem carbone, etc. Donc ça me coûtera moins cher sur ma vie sur le long terme et sur notre impact. Et ça rapporte en termes d'image et de valeur ajoutée que tu peux transcrire au client final. Le client final, c'était la grande question. Dès le début, on avait 20 à 30% de coûts supplémentaires. Et le bio, les chiffres qui tournent, c'est 20% en plus que le consommateur est prêt à payer. Je pense que ça change un peu. On va un peu plus élever. Donc, dès le début, sachant qu'on avait ces charges, on a essayé à optimiser aussi. C'est pour ça qu'on vise aussi le volume dans notre business pour réduire aussi les coûts. Et dès le début, ça a été une conversation que j'ai eue avec les fournisseurs. J'ai dit, écoutez, on n'aura qu'un fournisseur par matière sèche, mais ce sera le plus vert. Par contre, vous allez vous en servir d'image, on est tous les deux d'accord là-dessus. Et le prix que vous faites à Grand Chez de France ou à Castel, il nous le faut. Même si je vais vous commander 3 cacahuètes au début. Et pas mal ont joué le jeu. Bon, on n'a pas eu le tarif des gros players peut-être, mais on a pris des moins 20 ou des moins 30% sur des matières sèches. Cool. L'expérience de directeur commercial a bien été utile. Mais c'était pas de la négo dure, c'était genre c'est win-win, quoi. Eux, ils s'en servent en marketing. Donc, ils économisent un budget pour prouver que leur produit est vraiment green. Et nous, ça, voilà. Quand j'ai des transitions de commerciaux, des fois, ils voient notre tarif. Ils disent, ah bon, d'accord, ok, on va faire pareil. Donc, voilà. Donc, on économise un peu là-dessus. Ok.
Ok, très cool. Et donc j'ai posé la question tout à l'heure, mais je me demandais sur les vignerons, tu vas tous les voir, tu les connais tous, et comment ça se passe aussi pour eux? Est-ce que c'est pareil des gens qui passent au bio? On en parle beaucoup, donc enfin voilà le fait de venir au bio, la biodynamie. Et déjà, est-ce que tu peux aussi expliquer ce qu'est la biodynamie? Enfin voilà, s'il y a une différence et dans les vignerons que tu vas chercher, est-ce qu'ils sont tous en biodynamie ou pas? Pardon. Voilà, mais au départ, comment tu vas aller chercher tous ces vignerons-là pour et aussi t'assurer toi, parce que quelqu'un qui s'assoit à une table et qui te dit ouais je suis vert, je suis écolo et tout, comment toi t'assurer que c'est vraiment le cas aussi quoi? Bah en France on a la chance d'avoir le label bio qui est très très solide, où il y a des organismes comme EcoCert qui font vraiment les vérifications sur lesquelles nous on s'appuie vraiment. Après on fait des analyses de pesticides dans les vins pour vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, parce que c'est juste les contaminations croisées. Après on est confiant, les viticulteurs s'amusent pas à mettre des pesticides, et puis la plupart avec ceux avec qui on bosse, c'est des mecs vraiment engagés qui de A à Z voient la protection de l'environnement. Quand on a commencé, c'était vraiment compliqué d'avoir des vins bio et d'avoir des mecs qui nous suivaient. On sortait un peu de nulle part, quoi. Parce que moi, j'étais plus à la partie vente à l'époque, pas trop à la partie sourcing. J'avais pas un poste d'acheteur. Donc, je les connaissais de nom, mais eux, ils me connaissaient pas. Et puis, on a monté en octobre. Covid, c'est 3 mois après, quoi. Donc, une nouvelle boîte qui se lance dans le monde du vin, où c'était la misère. Tu dis, salut, j'achète du vin. Mon assurance, ils nous connaissaient pas, donc ils nous couvraient pas. J'ai eu des conversations avec des assureurs. Ah ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, on couvre personne en ce moment. Donc. Ok. Voilà, donc ça a été compliqué. Covid nous a malheureusement aidés à ce niveau-là. Les vignerons ont beaucoup plus de mal à vendre leur vin, bio, restauration, bah, c'était fermé, etc. Donc ça nous a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de jolis vins, qui fait qu'on a une gamme diverse et riche aujourd'hui. Et qu'on a de nouveaux partenaires vignerons, donc on est très contents à ce niveau-là. Ok, cool. Et justement, tu disais des galères du départ. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit non, ça va être trop compliqué, j'arrête quoi? Non, il y avait pas de. Quand tu démissionnes d'un poste directeur commercial où tu gagnes très très bien ta vie, il y a pas de return quoi. Et surtout que c'était un rêve de gosse, donc il y avait pas. Et puis le projet, j'y croyais. Et des fois, je me dis bon, même si je gagne pas ma vie, même si on n'y arrive pas, que ça va foirer parce que parce qu'on n'arrivera pas à se payer, parce qu'on va pas trouver de clients. Ça, j'y croyais à moitié. On n'avait pas trouvé de clients. Je dis au moins tu sais pourquoi tu lèves le matin. On avait déjà fait progresser toute l'industrie du vin par nos recherches. On s'était déjà fait copier par les concurrents. On avait déjà été cité comme le premier négoce vert avec les bonnes pratiques. Donc déjà, même quand c'était très dur, parce que c'était très dur au premier confinement, on était content d'avoir atteint ça. Ok, cool. T'as aussi, avant tout ça, t'avais passé le Wine and Spirit Education Trust. Oui, vas-y. Il y a 5 niveaux dans le Wine and Spirit. Donc, si tu peux expliquer ce que c'est aussi. Donc c'est comment expliquer ? C'est une sorte de formation pour en apprendre plus sur les vins du monde, avec de la théorie et de la dégustation. Donc ça s'adresse à tout le monde, et je recommande les gens qui sont un peu intéressés par le vin de commencer niveau 1, 2, 3. J'avais fait le 3 et j'ai attaqué le 4 en septembre 2019, donc en même temps que la création de la boîte. Je suis toujours en train de le passer parce que ça dure 2 ans. Tu dois avoir 2000 pages à connaître. Tu dois reconnaître une dizaine de vins à l'aveugle, donc c'est assez sportif. Mais ça m'apprend tous les jours à déguster, à découvrir les vins du monde et à être sûr qu'on ait des bons vins pour nos consommateurs, quoi. Ok, c'est dur ça comme. c'est vraiment compliqué. Ouais, enfin quand tu passes ton week-end à lire 500 pages sans goûter une goutte de vin, c'est chiant. J'imagine. Très cool. Est-ce que au départ aussi vous êtes fait accompagner ? Est-ce que toi t'as voulu te faire accompagner par un incubateur, par d'autres personnes par exemple, pour créer la boîte aussi, ou t'y allais à la one again entre guillemets ? One again, je sais pas, parce que je m'intéresse toujours à entrepreneurs, finance depuis toujours, donc c'était assez carré. Il n'y a pas eu de mentor, rien.
On est arrivé au village où un pote il m'a dit regarde le village c'est pas mal, etc. Donc on a postulé sans vraiment y croire. Ouais. Je me suis dit une boîte de vin là-dedans, on n'a rien à y faire, c'était que des boîtes de tech. Finalement ils nous ont adorés et on est rentré chez eux. Donc il y a un bon accompagnement, mais après c'est vraiment on s'accompagne tout seul quoi. C'est assez c'est nous, nos partenaires et en ligne de tram la planète et go quoi. Yes. Ouais, parce que votre catchphrase, j'ai envie de dire, c'est pour le meilleur et pour la planète. Ouais. Okay. Et cheers to the planet. Cheers to the planet, c'est ça, exactement, c'est cool. Et vraiment, alors plusieurs questions, mais je vais essayer d'y aller step by step. Déjà, tu disais tout à l'heure que et même toute la bouteille, tout le packaging, etc. C'est éco-responsable, je sais pas quel terme employer. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler parce que justement c'est assez spécial. Voilà, je te laisse la main. Ouais, donc l'idée au début, c'était regarder parce que quand on voit une bouteille de verre, on pense pas forcément déchets ou pollution. Ouais. On pense souvent à ce qu'il y a dans la bouteille, les sulfites, les pesticides, etc. Yes. Donc ça, c'était facile à adresser. Beaucoup de gens l'adressaient déjà. Sauf que quand tu regardes la bouteille, elle a un impact assez costaud. Moi, j'ai commandé des matières sèches, j'ai créé des produits de A à Z, donc j'ai vu tout ça. Donc je savais que ça avait un impact, mais que le consommateur le voyait pas forcément. Donc nous, on a décidé de supprimer la capsule, parce que la capsule sert à rien. Ça sert vraiment à rien, ça sert pas à protéger le liège ou quoi que ce soit ou historiquement ouais, il y a 100 ans ça permettait de protéger le liège dans les caves pleines de champignons, etc. Mais si t'as une cave chez toi, je suis sûr qu'elle est pas pleine de champignons maintenant. Normalement ça va. Donc, et ensuite il y a la CRD, la petite Marianne qui s'est mise dessus dans les années 60, qui était là juste pour justifier que la taxe avait été payée. Donc ça a disparu en 2019, enfin ça n'a pas disparu, on la paye toujours, mais on la dématérialise. C'est vraiment fastidieux, mais on le gère. Ensuite, l'étiquette, pour en avoir commandé des milliers, je savais que c'était pas recyclé, que c'était livré sur du plastique, etc., que le papier... Il y avait beaucoup de choses à faire là-dedans, donc ça, on a réussi à tacler ça. Donc on colle à la colle végétale, supprimer le plastique, donc on reçoit les étiquettes. C'est comme des ramettes de papier que tu mets dans ton imprimante, et pas des rouleaux de stickers. Donc ça, c'est en termes de plastique, c'est énorme. Et ça, donc ça t'a fait construire from scratch, quoi. Ah ouais, from scratch. Je me souviens, on a visité des usines de carton, on a visité des usines de fabrication, des centres de tri. J'ai eu des conversations avec des mecs qui me disaient ah ouais, mais ça, on va pas les citer, mais mon matériau il est 100% recyclable. Il est fait à base de canne à sucre. Canne à sucre, la canne à sucre, tu fais de l'essence, mais tu fais aussi du plastique. Certes, c'est pas du plastique issu de matières fossiles, mais ça reste du plastique s'il termine dans l'océan. Ça fait la même chose aux tortues, malheureusement. Et appelez les centres de tri et dit vous faites quoi de ces matières? Bon, on les recycle pas, on sait pas les recycler aujourd'hui. Donc tu rappelles le fournisseur, tu dis vous savez, c'est pas recyclé votre truc là que vous me vendez 100% recyclable. Ouais, on sait, on y travaille. Je dis bon, mais entre nous c'est terminé. Voilà, ce genre de nettoyer le greenwashing des fournisseurs, ça a été le plus dur. Mais oui, il y a pas des gens qui t'ont dit, même au départ, t'es fou de te lancer là-dedans, quoi. Non, j'ai eu des mecs, pourquoi vous supprimez le plastique, vous nous faites chier. Ah ouais. Ouais, ça marche très bien. Ouais, mais c'est normal. C'est toute une éducation à faire, pardon. Ouais, et puis quand tu veux supprimer du plastique, c'est chaud, quoi. Il y en a partout, on est devenu addict. Donc ça a été sportif, mais bon, on a atteint, on est vraiment content de ce qu'on a atteint. Et après, sur le reste donc la bouteille, t'as de la bouteille, elle est végétale, et la bouteille. Bouteille, elle est allégée, elle est foncée aussi. Ouais. Pourquoi parce que plus t'as une bouteille foncée, plus tu utilises du verre issu de la collecte. Quand tu vois tout le monde mettre ses bouteilles. En fait, ce qui ressort, c'est foncé parce que t'as le verre qui vient colorer même les bouteilles transparentes. Donc, ça évite de faire fondre, de produire du nouveau verre, etc., etc. On a regardé la consigne aussi dès le début, on s'est posé des questions, une conversation qu'on a eu avec WWF très tôt aussi, parce qu'ils étudiaient le dossier. Et en fait, la consigne, on a 300 km entre le remplissage, on va dire l'instant de consommation et le lavage et le remplissage, il faut pas dépasser 300 km. Donc c'est assez sinon tu perds l'impact carbone que tu as gagné sur une bouteille qui serait une bouteille en verre recyclé. Donc on l'a mis de côté pour le moment, le temps que le maillage
et le remplissage. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est des bassins de production dans chaque région, donc il faut que ta bouteille voyage pas mal, quoi. C'est clair. Oui, parce que vous faites l'embouteillage à Bordeaux. On est Tout est fait à Bordeaux. Tout est fait à Bordeaux, ouais. C'est ça. Vous faites venir les raisins, c'est les grappes. Non, les grappes, on les fait vinifier sur place. Ouais. On fait venir le vin en camion-citerne qui roule, ça c'est hyper cool, qui roule au bioéthanol issu de marc de raisin. Ok, cool. Ouais. Donc la boucle est bouclée. Ouais, carrément. Et donc c'est cool parce qu'il y a des entreprises de A à Z qui existent et qui font du bien à la planète, genre, enfin plus ou moins, mais qui en tout cas et qui vont dans un sens qui est un peu mieux que c'est ça. Où il est parti, quoi. C'est ça. Il y a eu aussi, on en a parlé, et t'en as au pied des baskets où ça fait un partenariat avec Minu sur Terre, tout à fait. Rivière Clin que j'ai reçu aussi il y a quelques mois. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Et j'adore la logique du partenariat, donc c'est hyper cool. Mais tu vois, on parlait du camion qui roule au marc de raisin distillé. Exactement. Et bien une fois que ce marc de raisin est distillé, donc il est séché. Donc d'un côté, t'as les raisins qui sortent. Une fois qu'on a extrait tout l'alcool, les raisins, les pépins sur lesquels on fait de l'huile de pépins de raisin, c'est trop bon. Et de l'autre côté, tu vas avoir la pulpe séchée qui sort. Et donc nous, on récupère ça qui est utilisé pour la combustion. Donc c'est pas un super carburant non plus pour les usines. On l'utilise avec Marie pour mettre dans les semelles. Donc c'est déjà des semelles en caoutchouc recyclé sur laquelle on vient intégrer ça. Mais c'est en fait avec Marie, c'est assez marrant parce que ça s'est fait assez naturellement. Tu fais des chaussures en raisin, t'es vegan, on est vegan. On adore ce que tu fais. Ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble. Et puis un jour, j'ai dit, mais tiens, on a du marc de raisin, toi, t'en as besoin. C'est vraiment, on l'a mis en relation avec notre filière. Et là, on a d'autres projets qui arrivent avec elle. Donc, c'est hyper cool. Et on est trop content d'avoir des chaussures aux pieds. Quand tu penses qu'avec du raisin, tu bois ce qu'il y a dans la bouteille, tu fais rouler tes camions. Et tu fais rouler aussi les équipes parce que toutes les équipes ont une paire de chaussures avec du marc de raisin. Donc c'est assez génial. Tu te dis mais what's next? C'est un peu l'idée. Est-ce que tu sais déjà ce qu'il y a next justement un peu ou pas? Est-ce que là t'as déjà pas tout qui est réutilisé? Là, on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs. Après, on peut faire d'autres choses avec les matières. Et c'est à ce à quoi on réfléchit. Mais après, c'est tout récent. Donc là, on a d'autres trucs. C'est ça. On va déjà faire une petite cuvée peut-être en collab. Voilà. Cool. Pour voir comment ça se passe. Très cool. Donc c'est hyper stylé de pouvoir au-delà de, j'ai envie de dire, de votre activité principale, hein, qui est celle quand même de vendre des bouteilles et de produire du vin pour le coup. Il y a plein d'à côté en fait et réfléchir à la vie du produit dans sa globalité, quoi. C'est ça que je trouve. C'est ça. Et puis mais des fois tu te dis quand on a contacté Marie à l'époque pour dire c'est cool ce que tu fais, peut-être qu'on peut. C'est vraiment le genre de truc où tu te dis je sais pas pourquoi est-ce que je perds pas du temps, est-ce que je me disperse pas, parce que moi je suis très distrait. Et bon et puis quand ça sort heureusement que je me suis embêté, enfin voilà. C'est pour ça qu'un petit conseil à tous les entrepreneurs, surtout au début, essayez de dire non à rien et soyez ouverts à tout, même si vous voyez pas le bénéfice tout de suite. Il y en aura peut-être un jour, et souvent beaucoup plus gros qu'on ne le pense, quoi. Exactement, on est bien d'accord. Voilà. Très clairement. Ok, cool. Et justement, t'en as parlé rapidement tout à l'heure, mais du nom des bouteilles, vous avez différentes. Alors, vous avez les vins Act for Good, les merveilles de vigne, la biodiversité, Wine to Tree, Sous l'océan, Don't Break My Ice, et la dernière dont tu parlais tout à l'heure. Un monde meilleur. Un monde meilleur, voilà. Un monde meilleur et Let It Be aussi qui vient sortir. Ok, cool. Alors, pourquoi des noms comme ça et qu'est-ce qui se cache derrière chaque nom? Est-ce que c'est quoi différents cépages? Ça vient de différents vignerons ou est-ce que là tu peux nous en parler aussi? Et surtout, quelle est la stratégie marketing aussi derrière tout ça, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est quand même. Là, il y a aussi, je crois qu'on n'a pas cité biodiversité. Qui nous tient. Si, j'en ai. Biodiversité, en fait, l'idée de chaque marque, c'est que chaque marque évoque ce qu'on disait tout à l'heure, l'écologie heureuse.
tu vois, Don't Break My Ice, c'est l'idée, c'est un petit phoque qui est sur un glacier qui fond, qui est tout mignon et qui boit un verre de vin. et l'idée, c'est que ça fait rire, mais derrière, tu as un message puissant de réchauffement climatique. Et donc, on alerte un peu là-dessus de manière heureuse. C'est difficile dans ce cas-là de dire heureuse, mais on aborde avec une solution. Dans la mesure où, voilà, Don't Break My Ice, ça va être, voilà, on est zéro carbone, on contribue à ça. Enfin, on contribue à ça. On ne contribue pas au réchauffement climatique pour le coup. Donc, l'idée, elle est là, c'est que derrière chaque marque s'adresse à biodiversité, va s'adresser là où, comme son nom l'indique, au problème de biodiversité. Parce que tu as perdu 60% de la biodiversité il y a 40 dernières années. C'est juste colossal, quoi. Donc nous, on insiste sur le partenariat WWF là-dessus. Donc on reverse des fonds à WWF là-dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Wine to Tree. Donc Wine to Tree, c'est assez évident, c'est la forêt qu'on replante à Saint-Émilion. Donc du vin à l'arbre. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Un monde meilleur, c'est l'idée qu'à travers le vin, la consommation, on peut avoir un impact vers un monde meilleur. Et Let It Be, ça va être un partenariat qu'on va avoir avec des abeilles. Donc c'est pour le jeu de mots, plus bee, il y aura 2 œufs. Donc on va parrainer, chaque bouteille parrainera plusieurs abeilles. Donc pour les protéger. Don't Break My Ice devrait être lancé dans une enseigne en France, mais sera un peu plus vieux parce que la vraie marque à la base, un scoop, c'était pas Don't Break My Ice. C'était You Fuck My Ice. On était peut-être un peu. Mais fuck, écrit en français. Écrit en français. Avec un point d'interrogation. Donc c'est le petit fuck You Fuck My Ice. Donc on trouvait ça génial. C'est toujours génial. Mais on l'a proposé aux États-Unis et là-bas c'était un peu trop violent. Mais en France, You Fuck My Eyes, ça va percuter. Tout en faisant sourire. Voilà, on voulait pas mettre un vieil ours blanc tout maigre en train de mourir. Ça, pour moi, ça c'est un peu comme les paquets de clopes avec les mecs qui ont la bouche horrible. Ça me fait mal aux yeux, mais ça c'est tout. C'est ça. Ça n'a pas forcément d'impact. Donc Est-ce que et d'ailleurs, ils ont montré que ça avait un impact opposé, parce que les gens, du coup, se rebellent et disent, fuck, je vais vivre ma vie, et m'embêtez pas. YOLO. Voilà, exactement. Sous l'océan aussi. Donc voilà, Sous l'océan, ça, c'est une marque qu'on sort au mois de mars, qui va être circuit restaurant caviste. L'idée, c'est de sensibiliser sur un monde invisible, et le plus inconnu, parce qu'on a dû explorer 3% des océans. Par contre, c'est un des mondes les plus pollués. Et ça, je crois que tu as 2 ou 3 milliards de personnes qui dépendent de l'océan et de la pêche pour se nourrir et pour vivre. C'est juste colossal. Comme c'est sous l'eau et que ça fait peur et qu'il y a des gros requins, on a peur, on n'y va pas. Donc nous, l'idée, c'est à travers un packaging et un dessin bon enfant, sensibiliser sur le fait qu'il y a des choses à faire sous l'océan, il y a une flore et un monde marin qui est en train de disparaître. On a une étiquette où c'est des animaux, des animaux de la mer, et on a une étiquette où c'est des coraux, parce que les coraux sont tous en train de mourir, et les coraux, je crois, abritent, c'est un truc, 90% de la biodiversité marine, en tout cas à son début. Donc si on la perd, au fond de la chaîne, on se perd nous, quoi. Et ils sont en train de blanchir parce que le réchauffement climatique réchauffe l'eau. Parce que réchauffement, on dit 2 degrés, c'est cool. On aura moins froid l'hiver. Bon, on ira un peu moins skier. Mais il faut que les gens ils se mettent en tête que nous, quand on a 2 degrés en plus dans le corps, et en période de Covid, on n'est pas bien du tout. Et quand l'eau augmente de 3 degrés sur des cycles, les coraux meurent, passent blancs. Parce qu'ils n'ont jamais... Certes, il y a eu du réchauffement climatique dans l'histoire de la planète. Ça, voilà, je me suis battu avec des papys sur le dossier. Mais jamais à la vitesse dans laquelle on le vit. C'était sur les centaines d'années. Et les espèces n'ont pas le temps. Parce qu'il faut plusieurs générations pour s'adapter. Les espèces n'ont pas le temps. Et c'est le choc brutal qui fait qu'on perd cette biodiversité. Surtout, c'est... j'ai envie de dire combat en quelque sorte, mais aussi bien avec les autres entreprises qui peuvent s'entourer que dans le secteur du vin. Donc là, je mets vraiment le côté entreprise avec toutes les entreprises. Et dans le secteur du vin, c'est quoi l'écho qu'il y a
Est-ce qu'il y en a un dans ce que vous faites? Enfin, il y en a un parce qu'on vous reçoit, etc. Mais est-ce que tu sens un écho auprès des entreprises? Je me dis, dans le secteur du vin, est-ce que les gros te regardent en mode, bah, il nous fait bien rire? J'exagère un petit peu, hein, mais ou pas? Parce que Je sais pas. J'ai entendu des gros dire Ouais. que c'est très bien ce qu'on faisait, mais qu'on resterait le petit poussé. Ok. Ils ont pas forcément tort parce que au début, c'est Ça fait difficile un an à peu près. tailler des croupières à des gros poissons. Est-ce qu'on veut leur tailler des croupières? Pas du tout. Mhm. On est un modèle pour beaucoup de gens qui veulent avoir un impact mais qui savent pas comment. Mhm. Donc même des visiteurs, comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Nous, on aide pas mal de monde. On les conseille, on nous appelle. Je sais qu'on est cité dans certaines écoles comme un bon exemple de démarche durable. Et puis on voit, il y a ce qu'on appelle de concurrents aujourd'hui. Ouais. On voit que ça a été calqué de A à Z sur ce qu'on a fait, mais c'est pas grave. Au final, c'est toujours, t'as un peu l'espèce humaine qui revient au galop, qui dit fais chier. Mais ça dure pas longtemps. On se dit c'est mieux pour la planète, on se détend et puis voilà quoi. Puis de toute façon, la copie n'est jamais aussi poussée que ce qu'on a mis en place parce qu'on dit pas tout. Et puis tout ce qu'on s'est embêté à mettre en place, je souhaite beaucoup de bonheur à celui qui veut faire tout ce qu'on a fait et de courage et de temps. Ouais. Vous avez, en 2020, vous avez produit 100 000 bouteilles. Oui. C'est ça. Et vous avez 7 collaborateurs. En fait, vos chiffres sont disponibles pour le coup. Ouais, on est transparent parce que on est transparent pour la plupart des chiffres. Après, pourquoi on est transparent? Parce qu'on n'a pas grand-chose à cacher. Ça fait partie de ce qu'on quand tu te dis pas quelque chose, c'est pas bon. Donc voilà, pour l'année 2021, on demande souvent mes preuves. Ouais. C'est pas que je veux pas les donner, c'est que j'en sais rien. Et ça, c'est un truc, tu vois, qu'on apprend à l'école. Ouais, fais ton business plan et machin, tu passes des heures là-dessus. Banquier, pareil au début. Après, j'ai la chance d'être super bien accompagné au niveau bancaire. Et d'elle-même me dit, vous savez, business plan, ça regarde que ceux qui veulent y croire. Hein. Moi, perso, j'y crois pas. Moi non plus, voilà, ça t'en d'en parler. On s'ouvre une bouteille? Non, mais c'était plus... L'important, c'est tout ce que tu fasses, que ce soit, que tu raisonnes tout. Et voilà, personne n'avait prévu le Covid, quoi. Ah bah oui. Donc, un business plan, c'est un peu compliqué. Mais... si tout va bien, j'espère qu'on aura doublé 2020 en 2021, mais au premier semestre. Ok, ouais. C'est un peu l'idée. Les vins, on les retrouve où? Parce que tu disais que c'est pas encore en grande distrib. Hein. Non, c'est pas. On est chez VNB aujourd'hui. Ouais. On est chez VNB. Tu vas les retrouver sur notre site. Ouais. Tu vas les retrouver aux États-Unis. Ok. Tu vas les retrouver au Brésil. Ouais. Tu vas les retrouver. Là, c'est peut-être un scoop radio. Tu vas les retrouver chez Monoprix au printemps. Ok, cool. Yes. Voilà, on a la marque Biodiversité. Ok. Donc Monoprix nous a fait confiance là-dessus. Ouais. Ils veulent pousser des boîtes qui ont ces valeurs-là. Et puis nous, Monoprix, ça reste l'enseigne qui est quand même bien engagée, qui touche notre cible de clientèle. Ouais. Donc biodiversité sur 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. Ok. Sauvignon, Merlot et rosé de Provence. Donc ça, ce sera au mois d'avril. Et ensuite, on espère plein d'autres développements cette année. Carrément, j'espère aussi pour vous. T'as parlé rapidement de l'étranger et j'avais oublié, mais pourquoi aller à l'étranger? Pourquoi pas se consolider sur le marché français? Alors, moi, j'ai toujours voyagé à l'étranger, donc je fais à tort, hein, je fais pas beaucoup de différence entre la France et l'étranger. Ouais. Je suis bilingue. Enfin voilà, je parle tous les jours à des Anglais, des Américains. Je fais pas de différence là-dessus. Ils consomment beaucoup de vin français. Ouais. Et l'impact carbone du vin
Là où tu l'as le plus violent, c'est à l'export. Là où le poids de ta bouteille, tes choix de transport ont le plus d'impact. Et très peu de marchés export qui sont en croissance dans le vin français. Donc en fait, on se dit que ce qu'on vient remplacer en rayon aux États-Unis, en Angleterre, c'est un vin qui n'était pas propre, qui était plutôt dégradant pour la planète. Donc justement, on a un impact beaucoup plus fort sur ces zones-là, parce qu'un container qui part à New York, qui part sur New York de Bordeaux, standard, hein, tu vas être sur 16 tonnes de carbone. Ouais. Total, jamais compensé, etc. Nous, déjà, on part en train jusqu'au Havre, donc on économise 8 tonnes. Et ensuite, on vient compenser les 8 tonnes qui aujourd'hui traversent, mais qui demain seront en bateau à voile en plus. Okay. Donc, on sera à 800 kilos au lieu d'être à 16 tonnes. Et bien ça, 16 tonnes, c'est colossal. Je crois que c'est 10 allers-retours en avion Paris-New York. Pour te donner une idée, je sais pas si c'est le bon exemple, mais ça fait des gros kilos de carbone. Et si tout le monde faisait ça dans le vin, on n'atteindrait pas... Et puis c'est pas compliqué. Hein. Il faut juste vouloir le faire. C'est plus cher. Il faut vouloir le faire. Mais ça ferait du bien. Donc voilà pourquoi on fait de l'export. Parce qu'aujourd'hui, un petit vigneron qui vend en local, en direct, il n'y a pas trop d'impact globalement. Il n'y a pas trop d'impact. Sauf que c'est pas la consommation mondiale aujourd'hui. C'est pas du tout là-dessus que se portent les volumes. Ouais. T'imagines comment Ethic Drinks dans 3 ans 5 Comme il est aujourd'hui, une bonne team, des good vibes, des beaux projets, de la découverte, de la surprise. On n'est pas sur un objectif de chiffre d'affaires qui soit plus connu, mais qu'il ait plus d'impact. Et là, on serait content. Et peut-être qu'on fasse pas que du vin, mais des softs. On aimerait bien avoir du vin sans alcool aussi, pour vraiment les pousser. Yes. Tu vois, je viens de monter une boîte de vin, mais j'ai fait le dry January. Ouais. Le mec est bizarre. Hein. Il se passe beaucoup de choses là-haut, j'ai l'impression. Donc, voilà, le vin, c'est avant tout à consommer avec modération. Donc, on est vraiment sur la conso plaisir. Et mais voilà, qu'on soit toujours là, heureux, à développer, à donner la chance à des jeunes, et à être un modèle pour la filière, ça sera cool. Carrément. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Au quotidien, ma femme m'anime pas mal. Ouais. Parce que c'est elle qui me cadre, qui m'évite d'oublier tous mes rendez-vous. Bon bah merci. Grâce à elle, t'es là ce matin. Grâce à elle, ouais, elle m'a mis dans la... Elle m'a T'es sûr que c'est pas 8h30 ton rendez-vous ? Merde, t'as raison. Donc, non, ce qui m'anime, c'est vraiment de faire bouger les lignes, qu'on me dit c'est génial ce que vous faites pour la filière, pour la planète. Voilà, là, je suis content, quoi. Encore plus que quand on me dit ton vin il est bon, on me dit oui, mais ça, à la limite on le savait. On a fait en sorte après qu'on inspire des personnes sur un projet aussi beau. Bah c'est génial, quoi. Ouais. C'est cool. Ça qui nous drive. Carrément. Et enfin, t'en as donné quelques-uns tout à l'heure, mais des conseils pour celles et ceux qui auraient envie d'entreprendre. Ouais, voilà, soyez un peu ouverts à tout. Après, j'ai remarqué, il y a beaucoup de profils différents d'entrepreneurs. Moi, j'ai un peu la chance d'avoir le profil carré, commerce, négoce, finance, de savoir un peu où je vais. Je rencontre des entrepreneurs qui sont pas forcément là-dedans. Et je pense, c'est pas un critère essentiel pour réussir, mais il faut le cadrer. Donc, ayez conscience de vos faiblesses. Ça, il faut vraiment pas se mentir à soi-même. Moi, je sais où elles sont. J'essaie de m'entourer de gens où, à la limite, des fois, je préviens. Là, ça va. Je sais, l'organisation, c'est pas mon truc à 3000%. Donc, je vous préviens, il y aura des conneries, mais voilà, sachez-le. Vraiment être humble sur toutes nos faiblesses, vraiment, et s'accompagner, et après, ça va rouler. Vouloir donner avant de demander, c'est important. Ça paiera pas toujours,
Mais au moins, vous gagnerez du temps. Si vous recevez jamais de personnes à qui vous avez donné, vous saurez que vous avez plus besoin d'y consacrer trop de temps. Mais aider, vous recevrez, quoi. C'est un peu le film Un monde meilleur qui m'inspire aussi de temps en temps pour notre étiquette et dans la vraie vie. Ouais. Je trouve ça génial, c'est que voilà, tu fais quelque chose à quelqu'un de bon et tu demandes juste de faire quelque chose, toi, à 3 personnes d'autres, que lui fasse quelque chose de bon. Et si on faisait ça, et ça marche un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, ça marche avec notre partenaire sur les chaussures. On n'en attend rien, elle et nous, mais on s'éclate. Elle m'a écrit hier, elle me dit, ça te dit un petit team building tous les deux avec nos équipes. Là, je dis, et feu, pourquoi pas, ça peut être fun. Ouais. Donc, parce que t'es souvent seul en tant qu'entrepreneur. C'était mon truc au tout début quand j'ai lancé. On a pris le Covid, le confinement, c'était pas évident. Ouais. T'es assez seul, donc quand t'arrives à être entouré, c'est bien. Mais globalement, il y a pas plus diversifiant, enrichissant. Mais par contre, au moins au début, pour le moment là, on n'a pas trop de vie perso. C'est un peu l'inconvénient, quoi. C'est du 8h 21h. Et puis quand tu dors, tes rêves, c'est un peu le boulot. Clairement. Donc, parfois ça fait avancer quand même. Ouais, cool. Ça fait avancer. C'est un peu plus féerique, exotique. C'est ça. Mais en même temps, à 18h, de toute façon, tu peux pas aller au resto, donc ça ne nous dérange pas. Mais voilà, un investissement profond. Faut savoir pourquoi ils se lancent là-dedans, quoi. Ouais. Faut qu'ils aient un manque dans leur boulot, quelque chose. Faut pas le faire pour l'argent parce qu'ils vont être déçus. Du moins au début, on sait pas de quoi l'avenir nous dira, mais en tout cas, c'est. Et ce que je trouve génial, c'est que tu choisis de A à Z l'équipe avec qui tu bosses. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf parce que tu peux t'entourer de gens bienveillants que tu as choisis. Parce que des fois, il y a des gens très bien que tu as dans une entreprise, mais qui juste collent pas avec la direction que prend l'entreprise à l'instant T, qui vont pas coller avec tes besoins. C'est les collègues qui ont été très bons il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui sont plus dans le délire ou qui ont changé de mentalité. On évolue tous, quoi. Ouais, normal. Voilà, après, on peut en parler pendant des heures, mais en gros, lancez-vous. Lancez-vous, mais sachez pourquoi vous le faites, parce que ce sera dur, et quand ce sera dur, vous saurez pourquoi vous êtes là, et vous y raccrocherez, quoi. Exactement, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, et tu te dis, ça pourrait être cool d'en parler? À tous les entrepreneurs qui nous écoutent, focalisez-vous quand même, si vous pouvez, sur réduire les émissions de carbone. Compensez-les si possible, c'est un coût, mais essayez de les compenser parce que ça reste un gaz qui circule dans la planète entière. Donc même si vous les mettez, si vous le compensez à un autre endroit, ça a quand même un impact. Départ, ouais. Faites la guerre au plastique partout. Parce qu'aujourd'hui, 30% du plastique finit dans la nature. Ouais. Donc t'as beau le mettre dans une poubelle, il y en a 30% qui finira dans la nature parce que la poubelle de MRA, c'est pas la fin du cycle. Ouais. Ça finit parfois en Malaisie. Ouais. Donc voilà, essayez de mettre de la planète un peu partout parce que ça va être. Il y aura pas de vaccin contre le réchauffement climatique et il y aura pas de vaccin contre des poissons pleins de plastique. Là, on est un peu foutu là. À ce niveau-là. Donc il faut agir maintenant et tous, quoi. Ok. Et puis dire que c'est faisable et que c'est pas trop galère d'arrêter tout ça. Non, c'est hyper simple. Le côté optimisme. Ouais, mais tu vois, t'as une gourde. Yes. Si tous les entrepreneurs offraient une gourde à leurs employés, putain, le nombre de bouteilles en plastique, ça devrait être interdit, les bouteilles en plastique. C'est clair. Toutes les boîtes qui t'écoutent passer en zéro carbone, au moins en compensation, ce serait colossal, quoi. Clairement, et il y a plein de solutions qui existent. Donc, et aujourd'hui, on a des solutions. C'est juste qu'on veut pas le faire, quoi. Ouais. Voilà. Donc, un peu de volonté. Un peu de volonté, et sur le long terme, ça paiera. En tout cas, nos enfants ne nous diront pas, comme la pub, t'insultes la planète entière quand tu montes tes bouteilles d'eau. Voilà. Ça marche. Eh ben, Mickaël, merci beaucoup. Mais merci à toi, Stéphane. Yes, carrément. Et puis, très bientôt. Et pour un verre, peut-être. Ben ouais, là, il est clairement. un peu tôt, parce que là, il est un peu tôt, on enregistre, on a commencé. C'est ça. Mais
Ouais, Mais Nino un America. plaisir de se revoir pour déguster sous l'océan. Carrément. Et à très vite. Yes, merci. Ciao. Merci, ciao. Merci à tous pour votre écoute. Michael est engagé et c'est un exemple à suivre dans son milieu, mais pas que. On a tous la possibilité d'agir et de gagner sa vie en respectant la planète. Michael et ses équipes nous le prouvent. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.